Bon, je pense que on va peut-être commencer. Bonjour à tous. Je pense que nous avons atteint notre quorum. Donc bonjour à tous. Bon après-midi chez vous. Donc mon nom c'est Angéline Grant. Je suis la Help Desk Officer pour le cluster nutrition au niveau global. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre thématique pour notre webinaire mensuel, c'est la mitigation du risque de VBG et l'intégration à la programmation nutritionnelle. Donc, je vais commencer par une vue d'ensemble. Je vais faire une courte présentation sur les liens clés entre le VBG, la VBG et la nutrition, les activités et les directives globales pour appuyer une programmation intégrée. Et après, nous aurons une présentation de la part d'Herman, qui est le coordonnateur du cluster nutrition au Sud-Soudan, sur leurs expériences d'intégration de VBG et de nutrition, notamment avec le pilotage des audits de sécurité sur les sites nutritionnels. Donc d'abord, avant de commencer, je voudrais juste vérifier qu'il y a tout le monde qui m'entend bien et que vous arrivez à voir les diapositives. Vous pouvez même juste me taper un petit message. Moi, j'entends très bien. Ok, merci Yara. Ok, pour Khalil, super. Ok, donc la mitigation du risque de VBG et la nutrition. Donc on va parler de ces trois éléments, des liens clés, des activités et des directives globales. Donc j'espère qu'à la fin de cette courte présentation, vous aurez une meilleure idée du lien entre la violence basée sur le genre et la nutrition, et vous auriez une idée de comment identifier des activités spécifiques pour l'intégration des interventions VBG et nutrition. Donc juste pour commencer, la définition, qu'est-ce qu'on entend par la violence basée sur le genre? C'est un terme générique donc qui désigne un acte préjudiciable perpétué contre la volonté d'une personne. Donc ça se fonde sur les différences sociales, donc c'est-à-dire le genre, entre les hommes et les femmes. Donc ça couvre beaucoup de différents actes, les sévices d'ordre physique, sexuel ou mental, les menaces de perpétration de tels actes, la coercition, j'arrive pas trop à prononcer ce mot, et les autres formes de privation de liberté. Donc ça comprend le viol, la violence sexuelle, la violence physique, la violence émotionnelle, la privation d'opportunités et de services, et aussi la violence de partenaires intimes, donc les époux. Donc ça, c'est la définition de la VBG de manière générale. Donc pour être un petit peu plus spécifique au contexte et au secteur de la nutrition, à quoi pourraient ressembler des services de nutrition qui ont une intégration de mitigation de risque de VBG? Donc c'est vraiment avoir des services de nutrition qui soient de qualité, qui soient sécurisés et qui soient accessibles. Donc c'est vraiment de manière à atteindre les populations les plus vulnérables. L'intégration VBG passe par différents piliers. C'est d'abord avoir un accès sûr et digne aux services de nutrition, donc permettre que les femmes et les enfants puissent accéder de manière sûre et sécurisée aux services de nutrition. C'est aussi avoir des services et des programmes de nutrition qui soient éthiques, qui soient dans la portée des normes en termes de programmation VBG, notamment par rapport à la confidentialité et l'appui aux survivantes de VBG. Et aussi, le troisième pilier qui est très important, c'est la référence des cas de VBG, donc vraiment centré sur la survivante. Et comment faire en sorte que les services de nutrition puissent favoriser la référence des cas de VBG. Donc, ces trois piliers, tous ces éléments sont vraiment traversés
par la considération d'avoir une participation sûre et significative des femmes, des filles et des autres groupes à risque à travers le cycle de programmation humanitaire. Donc vraiment s'assurer que les considérations, les perspectives, les craintes et les attentes des femmes, des filles et des autres groupes à risque soient intégrées dans le cycle de programme humanitaire. Donc vraiment l'intégration de la mitigation du risque de VBG, c'est vraiment une stratégie d'amélioration de la qualité des services de nutrition et l'accessibilité et la sécurité des services de nutrition. Donc c'est vraiment un facteur très important. C'est un facteur pour lequel le secteur de nutrition ne fait pas toujours ne donne pas toujours la place qu'il devrait. Je pense que par rapport à d'autres secteurs, on est peut-être moins avancé, mais c'est certainement quelque chose à considérer lorsqu'on est en train de faire la programmation nutritionnelle et appuyer nos partenaires de cluster. Donc, intégration de VBG ne veut pas dire programmation VBG. Hein. Donc, on est vraiment en train de parler d'incorporer certains éléments dans la programmation nutritionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des spécialistes de VBG. On ne va pas se lancer sur des grands projets de réduction, de changement des normes sociales ou contextuelles. Hein. Donc, ça, c'est vraiment laissé à des spécialistes de VBG. Mais l'intégration de VBG, c'est vraiment c'est du bon sens, c'est une bonne programmation, c'est une programmation de qualité. Donc on peut vraiment améliorer la qualité de la réponse nutritionnelle en intégrant le VBG, on peut atténuer les risques de malnutrition, on peut atteindre des populations que peut-être on ne pourrait pas atteindre sans mettre en place ce genre d'activité, et on peut aussi atténuer les risques de VBG chez les populations affectées. Donc il y a vraiment plusieurs différents éléments qui se combinent. Donc vraiment, ce qui est important à savoir, c'est que il y a un lien, il y a des évidences très concrètes sur un lien entre la VBG et la nutrition. Donc la violence basée sur le genre est une cause sous-jacente de malnutrition dans certains contextes. Donc les dynamiques de genre de pouvoir à la maison, ça a des implications majeures sur l'efficacité des interventions nutritionnelles et sur l'utilisation des services. Donc des deux aspects, accessibilité, mais aussi les interventions nutritionnelles, peut-être plus le changement de comportement qu'on souhaiterait mettre en place au niveau de la communauté. Donc bien entendu, je pense que on est tous au courant du fait que le manque de nourriture peut être un facteur de risque de mariage forcé, ça peut être un facteur de risque, ça peut augmenter le risque d'exploitation et d'abus sexuels. Il y a aussi l'élément que l'emplacement et les horaires des services de nutrition peuvent augmenter le risque de violence basée sur le genre dans certains contextes. Et l'expérience de VBG au sein du foyer, chez les mères et les donneurs de soins, peut avoir des conséquences négatives sur le statut nutritionnel de l'enfant. Donc il y a plusieurs différents éléments ici qui peuvent se combiner pour vraiment avoir un effet sur le statut nutritionnel de l'enfant, mais aussi sur l'accessibilité aux services de nutrition au sein de la communauté. Donc, il y a plusieurs revues d'études qui ont été faites, hein, qui, notamment pour ici, je pense que c'est peut-être une douzaine d'études qui ont été passées en revue, hein, et qui montrent vraiment que la violence basée sur le genre augmente le risque de retard de croissance. Donc, les femmes ayant connu une forme de violence de partenaire intime étaient plus susceptibles d'avoir un enfant avec un retard de croissance. Donc, c'est vraiment, les évidences, elles sont assez claires à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup d'évidences sur la violence basée sur le genre qui affecte la croissance et le développement du fœtus. Donc les femmes ayant connu une forme quelconque de violence de partenaire intime pendant ou avant la grossesse étaient plus susceptibles d'avoir un enfant de faible poids à la naissance ou un enfant qui était trop petit pour l'âge gestationnel. Donc on peut imaginer vraiment que ces facteurs peuvent se combiner sur l'accès à la nourriture, mais aussi sur le statut mental de la mère, sa capacité à pouvoir donner des soins adéquats. Tous ces éléments peuvent se combiner pour avoir un effet négatif sur le statut nutritionnel des enfants, mais aussi lors de la grossesse.
Il y a aussi beaucoup d'évidence. Je pense que ici c'était une revue peut-être de 10 ou 11 études, hein, qui montrent très bien que la violence basée sur le genre augmente le risque d'arrêt précoce de l'allaitement. Donc ça peut aussi avoir un effet sur l'initiation immédiate de l'allaitement. Donc, des mères exposées à une violence de partenaire intime risquaient davantage de nourrir leurs enfants avec des liquides après avoir accouché. Mais aussi par rapport à l'allaitement exclusif, il y a vraiment des évidences que si une femme fait l'expérience de violence de partenaire intime, euh, pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, elles sont plus susceptibles d'arrêter l'allaitement exclusif. Donc bien entendu, on sait tous que ça aussi, ça a des conséquences très néfastes sur le statut nutritionnel de l'enfant et du jeune enfant, du nourrisson et du jeune enfant. Donc, ça, c'était un petit peu pour passer en revue les évidences qui sont assez claires à ce niveau-là. Donc c'est pour montrer l'importance de la prise en compte de la violence basée sur le genre dans la programmation nutritionnelle. Et il y a des zones convergentes où les risques de VBG sont présents pour le secteur de la nutrition. On a bien sûr les normes sociales qui peuvent être des barrières ou des facilitateurs pour l'accès aux services et pour la prise en compte de la sensibilisation nutritionnelle, hein, le changement de comportement, les emplacements des centres de santé. Donc on peut avoir des centres de santé qui sont trop loin, dans des emplacements dangereux, ça freine l'accès aux services. Peut-être par rapport à la diffusion des informations et des sensibilisations, les femmes et les filles ne reçoivent pas les informations parce qu'elles sont limitées à certaines personnes dans la communauté, aux chefs. Peut-être que ce n'est pas adapté aux enfants. Au niveau même des ressources humaines, au niveau du centre de santé pour les sensibilisations, peut-être que le nombre de personnels de nutrition féminins ne sont pas en nombre suffisant. Il y a des manques de leaders féminins en nutrition. Donc peut-être que les messages passent moins bien au niveau des femmes qu'on est en train de cibler. Peut-être que les femmes sont moins enclins à venir se présenter au centre de santé s'il y a peut-être pas des femmes qui peuvent les recevoir. Par rapport à la participation, peut-être que les femmes, les filles, les garçons, les femmes et les autres groupes à risque ne sont pas systématiquement consultés lorsqu'on fait la conception de projets, le suivi, évaluation. Donc on n'a pas cette qualité, ce détail de l'information qui peut vraiment orienter nos programmes et mieux orienter et contextualiser nos interventions nutritionnelles. Peut-être lorsque on est en train de fournir des intrants, on est en train de donner des kits, ça ne correspond pas aux besoins des femmes et des filles. Il peut y avoir des longues files d'attente, il peut y avoir beaucoup de foules, il peut y avoir un manque de personnel féminin pour la distribution, ce qui peut intimider ou gêner certaines personnes. Et aussi par rapport à l'aménagement, comme je l'ai déjà mentionné, il peut y avoir des problèmes par rapport à l'aménagement des centres de santé en termes de sécurité, de confidentialité, de dignité. Donc ça ne répond vraiment pas ça ne reflète pas la culture ou les besoins de la population concernée. Donc, comment intégrer la nutrition et la mitigation du risque de VBG aux différentes étapes de cycle de programmation humanitaire? Il peut y avoir beaucoup de différentes entrées, bien entendu au niveau de l'évaluation, de l'analyse et de la planification. C'est les femmes et les filles elles-mêmes qui peuvent contribuer à identifier ces risques, ces barrières d'accès, et identifier les priorités par rapport à la programmation. Dans la mobilisation des ressources, c'est très important lorsque on fait des appels conjoints, des propositions, quand on est en train de discuter avec les bailleurs, d'articuler les risques de VBG liés à la réponse nutritionnelle et de montrer comment on va inclure des mesures de mitigation. Ça peut vraiment augmenter la compétitivité des soumissions aux bailleurs. Ça peut vraiment démontrer aux bailleurs qu'on a une programmation de qualité. Aussi par rapport à la mise en œuvre, donc on a déjà parlé de l'accès
accès sécurisé, donc vraiment s'assurer à ce que nos services de nutrition, nos services de prise en charge de la malnutrition aiguë soient accessibles, soient sécurisés, qu'il y ait aussi au niveau des centres de santé des possibilités de référence des cas de VBG, ça aussi c'est très important, que les femmes soient vraiment consultées et participent dans la mise en œuvre du programme pour avoir vraiment une programmation qui soit éthique. En termes de suivi-évaluation aussi, bien entendu, c'est important de suivre les risques de VBG. On va parler, Herman va nous parler très concrètement des expériences d'audit de sécurité qui sont un outil très pratique justement pour faire le suivi de ces risques de VBG. Tout ce qui a trait à la perception de la sécurité, et aussi un point important, c'est les données désagrégées par âge et par sexe, qui peuvent vraiment informer la programmation, qui peuvent nous aider à réorienter comment nous ciblons nos bénéficiaires, qui sont vraiment une source très riche d'informations par rapport à cette thématique. Donc, les collègues de VBG ont aussi développé un cadre qui s'appelle le AAAQ Framework. C'est un cadre d'analyse des barrières qui est axé sur la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des services. Donc ça aussi, c'est un outil très intéressant que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en œuvre. D'abord se demander est-ce que le service est disponible ? Et je pense que ce cadre, il rejoint beaucoup des discussions qu'on a eues au niveau du secteur de la nutrition par rapport à la couverture des services. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont familiers avec les SQUIC, les études de couverture, mais ça rejoint un petit peu ces éléments-là, à savoir la disponibilité, est-ce que le service est disponible, mais un trait en termes d'accessibilité. L'accessibilité physique, est-ce que l'emplacement est correct? Est-ce que les routes sont passables? Est-ce qu'il y a la sécurité pour atteindre les services? Est-ce qu'il y a d'autres barrières physiques qui empêchent les femmes d'accéder aux services de nutrition? Il y a bien entendu l'accessibilité financière. Les frais de consultation sont une grande barrière pour beaucoup de gens. Les frais de transport, l'accessibilité administrative, peut-être qu'il faut certains documents civils pour pouvoir accéder aux services de nutrition. Peut-être qu'il faut un acte de naissance, un statut de réfugié. Il peut y avoir des complications administratives pour accéder à ces services. Il peut y avoir des barrières de langue. L'accessibilité sociale, ça aussi c'est très important parce qu'il peut y avoir des normes sociales qui empêchent les femmes d'aller accéder aux services de nutrition. Peut-être que c'est seulement les hommes qui peuvent donner la permission aux femmes d'y aller. Il peut y avoir des croyances culturelles, il peut y avoir certains groupes dans la société qui sont exclus, qui se sentent pas permis d'aller au service de nutrition. Il peut y avoir des stigmatisations pour accéder aux services. Tout ça, c'est à tenir en compte. Accessibilité de l'information aussi. Peut-être que il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas les informations sur les heures d'ouverture, sur le type de programme auquel elles peuvent s'attendre quand elles se rendent au site ou au centre de santé. Le style de communication aussi des prestataires de santé, ça aussi c'est très important. Donc tout ça, ça rejoint l'accessibilité et c'est très important de regarder ces différents éléments-là pour mieux comprendre comment les femmes et les enfants peuvent atteindre les services de nutrition et quelles sont les barrières. Il y a aussi l'acceptabilité. Est-ce que le service est acceptable pour la population affectée? Et ça varie peut-être entre les hommes et les femmes, les différents âges et les capacités. Et il y a l'aspect qualité. Donc, bien entendu, est-ce que les prestataires ont les compétences et la formation? Est-ce qu'il y a suffisamment d'intrants? Est-ce que les centres de santé sont sûrs et sécurisés et propres? Et est-ce que la réception des patients, comment les patients sont traités avant, pendant et après les consultations, après avoir accédé aux services de nutrition? Quelle est la perception de cette réception? Comment les personnes sont reçues, les patientes sont reçues et consultées.
Donc ça, comme j'ai dit, l'analyse des barrières, le AAAQ Framework, c'est un outil intéressant à mettre en œuvre pour essayer de mieux comprendre justement ces barrières d'accès. Voilà, la barrière qui peuvent empêcher les femmes et les enfants d'accéder aux services. Donc voilà, j'ai passé un petit peu en revue les différents éléments, les différents points d'entrée. Et comment on peut mieux visualiser, mieux conceptualiser l'intégration de la violence, de la mitigation du risque de VBG dans les services de nutrition. Après, j'ai juste deux exemples concrets ici à partager avec vous et Herman va discuter un petit peu plus longuement du contexte du Sud-Soudan. Mais par exemple, en Éthiopie, il y avait une assistante sociale spécialiste VBG qui restait dans l'espace Ange et qui fournissait des informations sur le VBG aux clientes du centre. Donc toute personne qui souhaitait accéder au service de lutte contre la VBG pouvait demander l'assistance de l'assistante sociale ou pouvait directement accéder au service. Donc c'est vrai que il y avait cette capacité à répondre directement aux préoccupations des clientes dans l'espace Ange qui est un espace qui est je dirais très favorable à la discussion et au partage d'informations, peut-être au fait que les femmes pourraient se sentir plus en sécurité pour se confier à d'autres personnes. Donc il y avait plus de femmes qui accédaient aux espaces Anges parce qu'il y avait plus de services disponibles, dont les services de mitigation de VBG, mais il y avait aussi plus de survivants de VBG qui cherchaient un support à travers cette assistante sociale qui était présente dans les espaces Anges. Donc ça, c'est un bon exemple. C'était vraiment une collaboration très simple, mais qui permet de sauver des vies, parce que bien entendu, que ça soit les vies des enfants qui sont protégés par le fait qu'il y a plus de femmes qui viennent aux espaces Anges, ou le fait qu'il y a des survivantes qui pourront survivre parce qu'elles ont pu avoir un accès à des services de VBG, ça va donc dans les deux sens. Donc c'est vraiment une collaboration qui permet de sauver des vies. Et lorsque les femmes reçoivent des soins adéquats, il y a bien entendu un effet positif sur le statut nutritionnel des enfants et des femmes. Donc c'est vraiment une collaboration qui a très bien marché. Donc l'autre exemple du Sud-Soudan, ici on avait l'intégration des messages VBG dans la boîte à images Ange directement. Donc de repousser le mariage des filles jusqu'à leur maturité, pouvait améliorer la santé et la nutrition. Donc c'est important ici de voir s'il y a des possibilités d'incorporer des messages de sensibilisation VBG dans les sensibilisations nutritionnelles, parce que c'est vrai que la nutrition a une portée plus grande et différente des acteurs VBG. Et donc on a la possibilité d'atteindre plus de personnes et c'est vraiment cette intégration, elle peut vraiment diffuser des messages critiques, surtout dans des contextes où on a vraiment une prévalence très élevée de VBG. Je pense que c'est très important de voir s'il y a des portes d'entrée pour des messages de sensibilisation VBG au sein des activités de communication nutrition. Donc c'est vrai qu'il y a l'exemple du Sud-Soudan, mais je sais aussi qu'au niveau de la Mauritanie, ils ont intégré aussi des exemples, des messages de sensibilisation VBG à l'intérieur de la boîte à images Ange. Donc il y a aussi des exemples francophones qu'on pourrait partager aussi avec les autres ressources à partager à la fin de ce webinaire. Donc voilà, ça c'était juste deux exemples concrets d'intégration. Je voudrais juste attirer votre attention aussi sur les directives globales qui sont très complètes et très informatives. Si vous avez besoin de consulter des ressources, si vous êtes intéressé de vous plonger là-dedans, il y a vraiment des ressources qui sont très bien. Donc il y a les directives VBG de l'IASC et il y a le guide spécifique pour la nutrition. Donc les considérations clés pour intégrer les interventions VBG dans la nutrition, donc il y a 5 étapes qui sont considérées. Il y a l'évaluation, analyse et planification, il y a l'aspect mobilisation de ressources, il y a l'aspect mise en œuvre
il y a l'aspect coordination et il y a l'aspect suivi-évaluation. Il y a des fiches d'action essentielles. Et voilà, donc il y a ce guide, il est disponible en français, il a été traduit et il est très informatif et très utile. Donc voilà, j'ai ajouté le lien ici et on va le partager aussi à la fin du webinaire. On partagera toutes ces informations. Aussi, pour attirer votre attention sur le guide de poche VBG, qui est sorti il y a 1 an ou 2, je crois maintenant. Donc c'est un guide de poche qui est très utile dans les situations où il n'y a pas d'autres acteurs de VBG dans les zones où vous travaillez. Donc ça c'est très important parce qu'il se peut que vous soyez sur le terrain quelque part où il n'y a vraiment pas d'autres acteurs de VBG. Donc vous avez des cas de VBG qui se présentent et vous savez pas comment les orienter et comment gérer cette situation. Vous avez un guide de poche que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. C'est une application et qui vous permet de passer étape par étape pour comprendre comment orienter et comment gérer ces cas. Donc c'est un guide qui étape par étape pour les acteurs qui ne sont pas des spécialistes VBG justement. Donc vous avez les messages clés que vous pouvez utiliser pour la survivante et aussi des considérations spéciales pour les enfants survivants. Et donc cette appli, elle est disponible dans Google Play et chez iTunes. Donc je vous encourage à aller le télécharger pour votre prochaine mission. Et juste pour attirer, et donc ça c'est en français aussi, pour la précision, juste pour attirer votre attention aussi sur le compendium qui malheureusement n'est pas disponible en français, mais qui est aussi très intéressant et très informatif sur les conseils pratiques sur la manière de réduire les risques de VBG dans les programmes d'assistance cash ou coupon. Donc je sais qu'il y a pas mal de collègues nutrition qui sont en train de se pencher sur la thématique cash en ce moment, qui sont en train de considérer ça pour leur programme. Donc c'est important aussi de considérer les aspects de mitigation de la violence basée sur le genre dans les programmes cash et coupons aussi. Donc voilà, juste pour résumer et pour finir cette présentation très brève, juste quelques messages clés. Donc on a bien vu pendant cette présentation que la violence basée sur le genre est une cause sous-jacente de malnutrition. On a parlé du retard de croissance, au niveau du développement du fœtus, de l'arrêt précoce de l'allaitement exclusif. Les services de nutrition peuvent exacerber les risques de VBG si les risques liés à la programmation nutritionnelle ne sont pas identifiés et adressés au préalable. Donc il peut vraiment y avoir des risques pour les mères de se rendre au centre de santé pour les services de nutrition si on est dans un contexte qui n'est pas sûr, qui n'est pas sécurisé, s'il y a des conflits. Donc tout ça c'est à prendre en compte lorsqu'on fait la programmation, pour essayer d'adapter la programmation et les services de nutrition en fonction de ces risques. Donc peut-être des ouvertures, changer les heures d'ouverture, penser à décentraliser, faire des équipes mobiles, tout ça c'est à prendre en compte et à considérer. Donc vraiment intégrer la mitigation du risque de VBG et les services de nutrition, ça peut vraiment améliorer la qualité des services et l'accès aux services et aux soins pour les plus vulnérables. Donc je vous encourage vivement à parler à vos collègues VBG, aux sous-clusters VBG et à vos collègues de protection dans vos contextes pour identifier des axes de collaboration et des possibilités de projets conjoints. Donc c'est vraiment important d'en parler avec vos collègues à vos niveaux pour essayer de voir quelles sont les collaborations possibles. Donc voilà, j'ai fait une présentation assez brève. J'espère que ça vous a donné une vue d'ensemble. Je pense qu'on va garder les questions pour la fin. Et si vous avez des questions, vous les gardez pour l'instant, des questions sur ma présentation. Et on va passer à la présentation d'Herman. Et on va après faire une séance de questions-réponses et voir s'il y a aussi d'autres expériences, d'autres contextes qu'on pourrait partager. Mais pour l'instant, je vais passer la main à Herman. Herman qui est donc le coordonnateur du cluster nutrition au Sud-Soudan et qui va nous parler
de l'expérience du Sud-Soudan d'avoir intégré des audits de sécurité sur les sites nutritionnels. Donc je vais juste passer à la présentation d'Herman. Herman, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es toujours avec nous? Je vous entends, je suis toujours avec vous. Est-ce que Super. vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Je pense que donc les autres Très bien, participants aussi. Merci, hein. très bien. Merci beaucoup, Angeline. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être présents. Merci pour votre intérêt. Euh, je vais faire cette présentation qui va se focaliser sur la mise en place d'audits de sécurité dans les sites nutritionnels dans quelques comtés ici au Sud-Soudan. Mon nom c'est Herman, comme vous avez pu le constater, et je suis le coordinateur du cluster nutrition pour le Sud-Soudan. Et l'expérience que je vais relater ici est celle de deux de nos partenaires qui sont Care International et Action contre la faim, qui ont bien voulu piloter cette expérience de mise en place d'audit de sécurité ici au Soudan du Sud. Pour introduire mon propos, je voudrais juste vous faire un rappel du contexte dans lequel nous évoluons, qui est celui du Soudan du Sud, marqué par une crise humanitaire qui dure déjà depuis quelques années. Et il faut se rappeler que en 2018, pour répondre à une situation vraiment critique de famine, la communauté humanitaire a pensé à mettre en œuvre une réponse intégrée qui met en commun dans un paquet d'interventions des activités liées à la nutrition, à la santé, à l'eau et assainissement et la sécurité alimentaire. Et pour ajouter un peu à ce paquet, il y a eu un travail avec le sous-cluster violence basée sur les genres, de façon à ce qu'on puisse aussi inclure des activités irrelatives. Pour ce qui concerne les activités concernant les violences basées sur les genres, nous avons pu bénéficier d'une formation initiale qui a été donnée par UNICEF et nos partenaires ont pu participer à cette rencontre. Et ils ont bien accepté d'élaborer et de mettre en œuvre à l'essai cet outil d'audit de sécurité, toujours avec l'assistance technique d'UNICEF. Nous voulons vraiment utiliser la nutrition comme plateforme pour pouvoir délivrer ce paquet d'interventions multisectorielles en menant un certain nombre d'activités d'autres secteurs dans nos centres nutritionnels. Et cela a été fait en réponse à la famine, ça c'était en 2018, et basé sur cette expérience, nous avons pu inclure dans le plan de réponse humanitaire de 2019, il y a tout un volet qui est consacré aux interventions multisectorielles. Il y a tout un pilier parmi les 4 qui se focalise sur les interventions multisectorielles, y compris la mitigation des risques de violence basés sur les genres. Et pour 2019, le cluster nutrition, en ce qui concerne les violences basées sur les genres, nous avons voulu proposer 2 indicateurs qui nous permettent de nous assurer qu'effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont prises en considération pour assurer un niveau de sécurité acceptable pour les femmes et les jeunes filles au niveau des centres nutritionnels. Donc ça, c'est ce que nous avons proposé dans notre plan de réponse humanitaire.
Et nous avons eu la chance d'avoir deux de nos partenaires qui ont bien voulu piloter l'audit de sécurité au niveau d'un certain nombre de centres nutritionnels dans lesquels ils mènent déjà leurs activités. Et ça, c'est des outils qui ont été, comme je l'ai dit tantôt, élaborés avec l'appui technique d'UNICEF. Et ces outils ont été examinés et on s'est bien assuré qu'ils sont adaptés à la programmation nutritionnelle dans le contexte du Sud-Soudan. Et cela a été fait en partenariat avec l'équipe d'appui à la mise en œuvre des directives VBG et l'UNICEF, bien entendu. L'outil a été officiellement approuvé par le cluster, ça c'était en 2018, et donc en 2019, entre janvier et mai, ACF et CARE ont travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du cluster pour piloter cet outil d'audit de sécurité. Il faut savoir que pour le cluster en 2019, on voudrait vraiment que l'audit de sécurité soit utilisé dans au moins 260 sites de nutrition, centres nutritionnels, sur les 866 centres nutritionnels que compte le pays. De quoi parle-t-on quand on dit outils d'audit de sécurité? C'est un questionnaire, pas un questionnaire en tant que tel, mais un guide de discussion à trois volets. Les volets, bien entendu, dépendant de type de collecte d'informations. Le premier volet est relatif à l'observation. Il s'agit juste d'observer l'environnement pour mesurer à quel point il répond aux exigences de sécurité quand il s'agit concernant les violences basées sur le genre. Le deuxième volet va consister en des discussions de groupes focalisés, des groupes de femmes, de 8 à 10 femmes au niveau de chaque centre nutritionnel. Et le dernier volet est relatif à des entretiens individuels avec des informateurs clés, y compris les agents de santé. Cet outil permet vraiment de comprendre, quand il est bien administré, bien entendu, de comprendre la sécurité des femmes et des filles à l'intérieur et aux alentours des sites de nutrition, d'identifier la disponibilité et l'accès aux services VBG dans les zones desservies par les sites de nutrition et d'identifier les risques de VBG et d'insécurité afin de les atténuer et de les incorporer dans la conception et la planification de programmes futurs. Ça, c'est l'outil qui a été piloté par ACF et CARE. Et les résultats qui vont être présentés ici sont ceux vraiment relatifs à action contre la faim. Le pilotage de ces audits de sécurité a été réalisé entre janvier et mai, comme je l'ai dit tantôt, de cette année. Et cela a concerné les sites de nutrition, 3 sites dans le comté de Fangak. Et ça, c'est des unités de traitement ambulatoire, de même que 3 autres sites dans le comté d'Awil-Est. Et à Awil-Est, il s'agissait de 2 unités de traitement ambulatoire et d'une UNT. Juste quelques observations générales relatives à l'utilisation de l'outil qui ont été rapportées par les équipes j'allais dire d'enquête, les équipes d'évaluation. L'audit de sécurité en tant que tel pour un seul site prend à peu près 1 à 2 heures pour être réalisé, ce qui veut dire
qu'on pourrait réaliser environ 3 sites. On pourrait évaluer environ 3 sites en une journée en fonction de la charge de travail et des heures de prestation des services des agents de santé, en fonction de leur disponibilité donc. Une méthodologie utile pour la mise en œuvre des audits de sécurité peut consister à répartir les tâches entre différents membres du personnel, parce que il ne s'agit pas d'amener des enquêteurs professionnels pour réaliser ce travail. L'idéal, c'est vraiment de faire en sorte que ce travail soit réalisé par les agents eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une question de la redistribution des tâches au sein des centres nutritionnels. Un modèle de rapport harmonisé est aussi nécessaire pour l'après-audit de sécurité, de manière à ce que la compilation des données puisse se réaliser assez facilement, et de même que la traduction de ces résultats-là en micro-plan pour l'amélioration de la situation sécuritaire au niveau des centres nutritionnels. D'autres observations, le personnel a trouvé que l'outil d'audit de sécurité était facile à mettre en œuvre, des questions simples et assez claires. Le personnel de nutrition avait confiance en leur capacité de transférer l'information en cascade à des niveaux inférieurs du personnel. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont d'abord fait une formation au niveau des agents, moi je vais appeler ça au niveau central. Puis cette formation a été traduite au niveau des agents qui sont au niveau des comtés. Puis ces agents au niveau des comtés étaient responsables d'administrer ces guides, ces questionnaires au niveau des centres nutritionnels. Ce qu'ils disent ici, c'est qu'ils se sentent capables de transférer cette formation, y compris au niveau du personnel et des équipes des sites de nutrition, de manière à ce qu'ils soient capables eux-mêmes de conduire cette activité. L'équipe du site peut être formée aux audits, ça c'est ce que j'ai dit tantôt, mais il faut faire attention à ce que la même équipe ne soit pas responsable d'auditer son propre centre nutritionnel. Pour l'instant, on a compilé les données et on est en phase de discussion des résultats. Il y a un certain nombre de points qui ressortent assez clairement dans la discussion. Le premier point est relatif à la sensibilisation des bénéficiaires au mécanisme de feedback, retour d'information. Mécanisme de collecte des plaintes aussi. Et en général, les femmes indiquent les autorités locales comme canaux de rapportage. Certaines femmes ont même indiqué qu'elles pourraient signaler un problème au personnel des sites, mais d'autres ont indiqué qu'elles préféraient cesser de se rendre au site plutôt que de se plaindre ou signaler un problème. La leçon de ça, c'est que les mécanismes de communication qui sont mis en place au niveau des centres nutritionnels devraient être renforcés. Il faut savoir que la plupart de nos partenaires qui travaillent dans ces centres nutritionnels ont mis en place une personne dédiée, indépendante, qui est vraiment dédiée à collecter l'ensemble des plaintes et à les faire remonter au niveau des responsables des centres nutritionnels et au niveau des responsables de nos partenaires. S'il y a encore des femmes qui indiquent les autorités locales pour les plaintes,
Je pense que ça, c'est vraiment parce qu'il y a un problème et c'est parce que le mécanisme qui a été mis en place n'est pas très, très opérationnel et qu'il faudrait donc les renforcer d'une façon ou d'une autre. L'autre point de discussion, c'est la présence de personnel féminin au niveau des centres nutritionnels. Pour les centres qui ont été évalués, à l'heure actuelle, seuls 30 à 40% des sites de nutrition ont du personnel féminin. Dans la majorité des sites, le personnel féminin n'est pas disponible pour faciliter la référence des cas sensibles. Ni pour accueillir les réactions des femmes, les plaintes et j'en passe. Et clairement, la recommandation ici, c'est vraiment de faire en sorte que la présence d'au moins une femme sur chaque centre nutritionnel soit assurée. Un autre point de discussion est relatif aux risques de protection pour les femmes et les enfants qui sont assez fréquents dans les comtés d'Awil East de Fankak, les deux comtés qui ont été évalués, où l'évaluation s'est déroulée. Il y a de nombreuses femmes qui ont déclaré des agressions ou vols commis par des enfants de rue à proximité des sites de nutrition. Et ça a été vraiment considéré comme un risque majeur et une barrière pour l'accès au centre nutritionnel. C'est un phénomène qui est particulièrement fréquent en zone urbaine. Mais par ailleurs, la distance parcourue est aussi clairement un facteur de risque majeur pour les risques d'agression. En dehors des risques d'agression, les femmes ont aussi signalé les inondations saisonnières et d'autres conditions climatiques comme pouvant constituer des obstacles majeurs à l'accès au centre nutritionnel. Et clairement, la recommandation ici, c'est que bien que les solutions à beaucoup de ces problèmes échappent au contrôle direct de l'organisation, c'est clair qu'en fait, on n'a pas vraiment de contrôle sur tout ce qui est inondation, autres conditions climatiques, comment lutter contre les violences urbaines, les agressions au vol commun. Ce n'est pas directement sous notre contrôle. Mais ça peut rester quand même des bons points de plaidoyer pour l'engagement avec les autorités locales et les dirigeants locaux pour aider à assurer un environnement qui est sécure et propice à l'utilisation des centres nutritionnels. Un autre point de discussion est relatif à l'utilisation des concepts de VBG par le personnel de la nutrition eux-mêmes. Ces audits-là ont révélé que les formations mises en place par Action contre la faim en 2019 ont été efficaces pour informer le personnel nutrition sur les services disponibles en matière de violence basée sur les genres, ainsi que sur les procédures appropriées pour la référence des cas de violence basée sur les genres. Il y a eu aussi, à part ACF, il y a eu un soutien d'autres partenaires, IRC et ARC, qui ont participé à la sensibilisation systématique de tous les partenaires santé et nutrition sur les services de violence basée sur les genres et de protection qu'ils fournissent dans la même zone. Cependant, la plupart des staffs nutrition interrogés semblaient incertains de leur capacité à pratiquer le secourisme psychologique, ce qui est un point particulier des violences basées sur les genres. D'où une des recommandations serait d'assurer une formation de mise à jour sur les concepts de PFA, un secourisme psychologique, et de la VBG,
Et on devrait vraiment s'assurer que tous les membres du personnel féminin sont formés à ça. Et il faudrait bien entendu poursuivre la collaboration avec les différents partenaires des services de protection dans les zones opérationnelles qui ont été l'objet de cette évaluation. Un autre point de discussion, adaptation contextuelle du langage, parce qu'on s'est aperçu que la traduction qui a été faite du guide d'évaluation, parfois, en fait, amené à apporter un peu de confusion et cela pourrait avoir biaisé certaines des réponses. Par exemple, en traduisant le fait de se sentir en sécurité par le fait de savoir ce que les femmes ou les jeunes filles craignent, cette différence de traduction fait qu'en fait, on pourrait ne pas saisir les menaces réelles perçues par les bénéficiaires du projet si effectivement la traduction concerne demande d'après si les femmes se sentent en sécurité ou non, ou au lieu de demander ce qu'elles craignent en réalité. Donc ça pourrait avoir biaisé un peu les résultats. Donc du coup, l'une des recommandations ici, c'est d'assurer une reformulation en fonction du contexte évalué. Et probablement, nous allons impliquer des experts en communication pour nous aider en la matière. L'autre point, c'est les mesures de sensibilité au genre. Lors des discussions de groupe, on s'est rendu compte qu'il y a un traducteur masculin qui était présent et cela cela a affecté en fait les réponses qui ont été données par les femmes présentes dans ce groupe de discussion. Dans la mesure où en fait ces participantes exprimaient moins les dynamiques liées à la VBG. Pour une des recommandations que nous proposons ici, c'est que les femmes enquêteurs et la présence exclusive de femmes lors des groupes de discussion devrait être une condition obligatoire de l'audit de sécurité, au moins pour ce qui concerne les groupes. Et l'autre point est relatif à l'applicabilité de l'outil pour les UNT. On s'est rendu compte que cet outil-là que nous avons présentement ne sied pas aux UNT et que probablement on devrait l'améliorer pour avoir des questions distinctes pour mieux saisir les conditions spécifiques d'accès aux services des UNT. Et l'une des recommandations serait d'avoir une version séparée de l'outil qui prennent en compte des facteurs de risque spécifiques, y compris les séjours de nuit qui doivent être inclus, pris en considération dans cet outil séparé pour les UNT. Voilà, donc tout ça est en cours de discussion et probablement que tout cela va nous aider à revoir un peu notre guide avant que nous passions à l'échelle. Parce que bien entendu, le passage à l'échelle est prévu. Et nous sommes bien satisfaits que les partenaires, à travers toutes les communications que nous avons eues jusque-là, restent engagés en fait à respecter ce que nous avons bien voulu planifier à travers le plan de réponse humanitaire. Actuellement, nous avons organisé une formation nationale sur la VBG. La formation est en cours et finie d'ailleurs aujourd'hui.
Et cette formation a couvert l'outil d'audit de sécurité. Et nous attendons à ce que, suite à l'issue de cette formation, qu'il y ait des plans concrets adoptés par les partenaires pour la mise en œuvre des audits de sécurité dans les centres nutritionnels dans lesquels ils travaillent. Et on espère que d'ici la fin de l'année, on aura fait des audits de sécurité pour à peu près la moitié des centres de nutrition, au moins pour 2019. Nous avons le support du sous-cluster VBG au niveau national et sous-national, et cela va sans doute être d'un appui conséquent pour les partenaires au niveau local en particulier. Et on s'attend à ce que les audits de sécurité, que les résultats soient traduits en micro-plans qui vont viser l'intégration du VBG au niveau des centres nutritionnels. Ceci dit, ça c'était un peu les trouvailles de l'exercice pilote qui a été conduit par Action contre la faim et les prochaines étapes que nous envisageons dans le cadre de l'intégration du VBG et de la nutrition. Merci beaucoup pour votre attention. Je reste à votre disposition. Merci énormément, Herman. Vraiment, je pense que c'était très intéressant pour nous d'avoir cette expérience tellement concrète et ces résultats qui sont tellement parlants, parce que ça fait vraiment, on peut parler de l'intégration en théorie, mais vraiment au Sud-Soudan, vous êtes en train de le faire, et la mise en place des audits, ça donne des résultats tellement intéressants pour améliorer la programmation nutritionnelle. Donc merci énormément pour ce partage d'expérience. Je pense que c'est très riche. Est-ce que on n'est pas très nombreux aujourd'hui? Je pense qu'on peut avoir une conversation. Est-ce qu'il y a des questions sur ma présentation ou sur la présentation d'Herman? Ou est-ce que peut-être il y a un partage d'expérience à faire? Je sais pas, on a Khalil, on a Adama, on a Jean-Raoul et on a Paul en ligne. Est-ce que ces concepts vous parlent? Est-ce que c'est des choses qui vous intéresseraient à intégrer dans vos programmes? Est-ce que, par exemple, l'outil d'audit de sécurité, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de mettre en œuvre sur vos programmes nutritionnels? Peut-être juste d'ouvrir la séance à vos contributions également. Ou est-ce que... Oui, bonjour, c'est qui? C'est Paul. Oui, bonjour Paul, comment vas-tu? Ça va très bien. En fait, je vous ai rejoint un peu avec un retard, j'ai eu un petit souci. Mais quand même, moi, j'ai un peu suivi Herman. Je pense que je n'ai pas suivi votre présentation, mais j'ai suivi au moins la présentation de Herman. Je pense que vraiment la présentation, l'outil de Herman a essayé de donner un peu. Je pense que c'est vraiment un outil qui peut nous intéresser aussi au Mali, à mon avis. Il serait mieux vraiment qu'on les partage et que nous, avec nos programmations, surtout parce que ça aligne aussi avec la protection et que nous avons déjà commencé à introduire dans nos programmations HRP, et que cette année, probablement, on doit beaucoup plus y travailler. Et surtout qu'au Mali, aujourd'hui, on a remarqué maintenant qu'au niveau des OCHA, ils ont recruté un consultant même genre. Et je pense que vraiment, si on a aussi l'outil qu'on a utilisé au Sud-Soudan, ça pourra beaucoup plus nous aider à faire une bonne audit et puis faire des bonnes programmations, quoi. Tout à fait, oui. Je pense que c'est très intéressant de prendre un outil comme ça et d'aller discuter directement avec les collègues de VBG et de protection. Peut-être que je peux juste demander à Herman, qu'est-ce que tu penses qui a été les facteurs
favorable au fait que le Sud-Soudan ait pu vraiment passer à échelle avec l'intégration du VBG? Est-ce qu'il y avait des éléments particuliers qui ont fait que c'était mis au devant de la scène et que ça a permis justement d'avancer sur cette thématique, hein? Peut-être je voulais d'abord faire un commentaire par rapport au commentaire de Paul. Oui. Bien entendu, cet outil peut être partagé, mais je pense qu'il est vraiment très important de le contextualiser. Parce qu'en fait, la nature des violences basées sur le genre peut être différente d'un contexte à l'autre. Et les questions que nous avons au Sud-Soudan peuvent ne pas très bien répondre aux problèmes qui se posent au niveau du Mali. Donc clairement, on peut le partager, mais il doit être vraiment contextualisé et refléter la nature des besoins, des risques et des besoins de protection particuliers au Mali. Donc ça, c'est un premier commentaire. Et pour répondre à Angéline, je pense que c'est l'environnement, hein, le contexte. Ici, on a vraiment des structures de coordination qui sont, j'allais dire, fonctionnelles. Qu'il s'agisse des clusters, qu'il s'agisse des réunions intersectorielles, intercluster, ou même à un plus haut niveau, et ça je voulais mentionner ça de façon prononcée, surtout au plus haut niveau où en fait l'équipe de coordination humanitaire au Sud-Soudan s'est vraiment intéressée et impliquée dans tout ce qui concerne l'intégration d'une façon générale, y compris les JBV d'une façon particulière. Comme je l'ai dit en introduction, cela vraiment répondait à une situation critique de famine. Et basé sur les leçons apprises de cette situation critique, la plupart des clusters, y compris le cluster nutrition, a vraiment individualisé l'intégration comme un pilier dans la réponse humanitaire. Pour le cas spécifique des JBV, je pense qu'il y a le sous-cluster JBV qui a été très présent en matière d'avis conseil. Il y a aussi l'UNICEF qui a été bien présent en matière d'avis conseil, en matière de formation, et tout ça. Donc, du coup, je pense que vraiment, et bien entendu, l'engagement de nos partenaires. L'engagement de nos partenaires est tel que vraiment tout ce que le cluster émet comme souhait, bien sûr souhait motivé, est vraiment pris au sérieux. Donc on est dans un contexte qui est, je dirais, favorable à l'intégration. Ouais, c'est très intéressant, je pense, de souligner ces différents éléments parce que donc je retiens vraiment que il y avait vraiment un leadership très important par rapport à ça, que ça soit au niveau secteur, mais que ça soit au niveau même plus haut, au niveau du HCT, hein. Il y avait aussi des partenaires qui étaient très motivés et disponibles et qui voyaient la pertinence pour faire avancer, des partenaires techniques pour faire avancer ce dossier, hein. Il y avait aussi un bon support technique de la part des spécialistes VBG, que ça soit de l'UNICEF ou que ça soit du sous-cluster. Donc ça aussi, ça permettait d'avoir plus d'appui. Et il y avait aussi, bien sûr, cette optique de programmation intégrée que vous avez bien développé au Sud-Soudan, qui fait que l'intégration est une nécessité en fait pour justement répondre au risque de famine. Donc tous ces facteurs favorisants, je trouve c'est très intéressant de voir comment ils ont tous contribué à ça. C'est très intéressant. Je pense qu'on va bientôt clôturer parce qu'on a quand même dépassé le temps alloué. C'est vrai que certaines personnes ont déjà dû nous quitter, mais juste pour souligner, Herman, qu'il y a Khalil qui souhaiterait se mettre en contact avec toi pour prendre des actions concrètes de mise en œuvre de l'audit de sécurité en RDC. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Donc, on pourra soutenir cette discussion bilatérale. C'est vrai que le but de ces webinaires organisés par le GNC, c'est justement de permettre la dissémination des expériences, des outils, des différents clusters pour informer d'autres clusters. Donc, s'il y a possibilité de transférer ces expériences et ces outils à un autre contexte, ça serait très intéressant, je pense. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Jean-Raoul, Paul, Adama, vous avez d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Oui, moi c'est c'est Adama. Adama. Oui, c'est Adama. Ça va, Herman? Oui, ça va très bien, Adama. Ok. Ben moi, vraiment merci beaucoup pour cette thématique et aussi pour les deux présentations et surtout la toute dernière intervention de Herman, ça a pris en compte les questions que j'avais notées sur mon bloc-notes. Vraiment, c'est une expérience très, très intéressante et nous, même au niveau du Niger, moi personnellement, hein, qui représente le cluster nutrition dans cette discussion, je suis intéressé, ça m'a beaucoup intéressé et c'est quelque chose que je vais porter à la connaissance des autres collègues et sûrement aussi on va contacter Herman pour avoir des discussions pratiques sur la chose. Okay, merci. Hein. En tout cas, pour ma part, je reste disponible pour d'autres interactions, sans problème. Super, nous sommes très contents de savoir aussi que le cluster du Niger, ça vous intéresse et qu'il y aurait des possibilités aussi de répliquer l'expérience au Niger. Pardon, excusez-moi. Donc, très bien. Donc, merci pour les interventions, merci pour le partage d'expérience, merci pour la discussion. S'il n'y a pas d'autres questions... S'il y en a. Oui, pardon. Bonsoir. Oui, bonjour. Oui, c'est Jean-Raoul. Bonjour Jean-Raoul. Oui, j'avais une question pour vous, Angeline. Oui. Oui, avez-vous déjà considéré à véhiculer les informations nécessaires sur la GVV à partir des réseaux sociaux? Alors, à partir des réseaux sociaux, c'est vrai que on pourrait aussi, donc, tous les outils et les informations qu'on a aujourd'hui, on est aussi en train d'enregistrer ce webinaire, seront postés sur le site du GNC. Et c'est vrai qu'on a aussi un compte Twitter sur lequel on pourra tweeter aussi les informations par rapport à ça. Je pense qu'aussi nos collègues de VBG font beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux par rapport à la diffusion des messages VBG et donc je pense qu'à leur niveau aussi ils font beaucoup de dissémination à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un moyen très large de pouvoir ventiler des informations. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on pourrait considérer même au niveau pays, de voir quelle intégration il pourrait y avoir en termes de communication entre les acteurs VBG et les acteurs de nutrition. Je crois qu'il y a Masumi qui est en train de taper un message. Masumi, are you still with us? Yes. Yes, I am. Just to, sorry if I hope I understood the message very well. Also, there were some examples of using U-Report in a few countries, and then they understood the risks through the U-Report. For example, sorry, I'm speaking in English. In the Ukraine, they received information from girls that how important for them to talk about menstrual hygiene management, and that changed our programs as well. So there's also a lot of interesting, I think, examples of using our social network to gather our relevant information, the risks that girls and women face in program. Donc, Jean-Raoul, tu as compris? Tu veux que je fasse la traduction? Non, c'est bon. C'est bon. Je peux lui répondre. Ouais.
Those types of risks, you could develop. You could just open up private groups, and for somebody to enter them, they will have to get the okay from 3 of the members at least. Right. So yeah, I think Masumi, did you get that? Yeah. Yep. Yeah. 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 Ok. Ouais, donc je pense que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est une très bonne perspective à avoir par rapport à tout ça, par rapport à la ventilation des messages et puis par rapport à, justement, comme Masumi dit, la réorientation des programmes basés sur les informations qu'on pourrait collecter à travers les réseaux sociaux. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres contributions? Oui. Oui. Oui, c'est Jean-Raoul encore. Oui. Oui, c'est une contribution par rapport à votre réponse. Mmh. Oui, je ne parlais pas seulement des réseaux sociaux, mais je parlais aussi des instant messaging. Mmh. Oui. Oui, comme j'ai un peu dit ça dans ce que je disais à Madame Masumi. Ouais, vous pourriez créer des groupes où vous pourriez sensibiliser les populations visées sur la VPG. Oui. Oui, donc ça, tout ce qui est communication digitale, je pense que c'est aussi, oui, tout à fait quelque chose à considérer. La communication digitale, elle est déjà un petit peu mise en œuvre en termes pour le secteur de la nutrition au niveau des centres de santé par rapport au rapportage des données, mais c'est vrai qu'elle est moins élargie aux membres de la communauté, en tout cas pour le secteur de la nutrition. Donc ça, c'est vrai que en termes de secteur, on a beaucoup de choses à apprendre d'autres secteurs qui ont plus de communication directe par ce moyen avec les communautés. Donc tout à fait, oui, c'est bien noté. Hein. Okay. C'est bon, c'est bon, ça sera tout. Merci. Merci. Hein. Merci pour le partage. D'autres questions? Paul, Adama, Khalil, je crois qu'il est déjà parti. Sinon, je pense qu'on va... Oui, moi c'est bon, hein. Juste pour vous remercier infiniment. Hein. Ok. Eh bien, merci. Oui. Angélique, si c'est bon aussi de notre côté, en espérant quand même qu'on aura les quelques présentations comme d'habitude. Oui, tout à fait, oui. On va partager tout ça, hein. On va partager ça et il y aura aussi l'enregistrement de ce webinaire qu'on va poster sur le site du GNC. Hein. Ok, très bien. Donc c'est à moi donc de remercier les participants de nous avoir rejoints aujourd'hui pour leur contribution et leur perspective, et je suis très encouragée de savoir que ça peut intéresser d'autres collègues dans d'autres contextes, l'intégration de cette thématique, mais aussi les outils qui ont été présentés. Je voudrais dire un grand merci à Herman d'avoir pris de son temps très précieux en tant que coordonnateur du cluster nutrition au Sud-Soudan pour avoir partagé cette expérience, pour nous avoir donné le détail très riche de comment ça a été mis en place au Sud-Soudan, les audits de sécurité. Donc un grand merci à Herman pour ça, et donc de vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup Angeline, et merci à toi et au Global Cluster. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci.